Bienvenue sur Trajectoire au rayon X, le podcast qui décrypte les parcours de vie de personnalités qui marquent la radiologie, un podcast de la Société française de radiologie. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trajectoire au rayon X. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Alexandre Vigneault, directeur de recherche au CEA, dont les travaux ont marqué un tournant dans l'imagerie par résonance magnétique. De son parcours, démarrant par une enfance artistique à sa contribution à la création de l'IRM la plus puissante au monde, il a repoussé les limites de l'exploration du cerveau humain. Ensemble, nous allons découvrir les étapes marquantes de sa carrière, ses inspirations et ses projets futurs. Bienvenue Alexandre Vigneault, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de me recevoir. Monsieur Vigneault, vous avez on l'a dit, on va commencer par le début. Vous avez eu une enfance artistique et vous n'étiez pas plongé dans les équations et les algorithmes de l'IRM dès votre plus tendre enfance. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui a jalonné et ce qui vous a finalement orienté sur cette trajectoire vers maintenant être aujourd'hui un des plus grands scientifiques dans le domaine de l'IRM et le directeur de recherche qui a mené le projet ISULT au CEA, dont on reparlera. Alors, merci d'abord pour cette introduction. C'est clair que quand j'étais enfant, je ne me destinais pas à l'IRM ou à développer des solutions en IRM. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. J'aimais beaucoup le dessin, ma mère m'avait beaucoup poussé dans cette direction-là, mais j'étais un peu un touche-à-tout. Je n'avais pas véritablement ni d'intérêt particulier pour les sciences, ni peut-être d'ailleurs pour l'art en général. Donc bon, voilà, pendant très longtemps, j'étais un peu un touche-à-tout et il a fallu attendre très tard dans mes études pour que finalement un chemin se dessine. Ça c'est toujours, on se pose la question quand on relit des trajectoires, chez vous qui est toujours une trajectoire hyper active, quels sont les éléments qui déterminent finalement qu'on se dirige vers ça? Est-ce que c'est des rencontres? Est-ce que c'est... voilà, vous êtes maintenant à Neurospin, mais vous aviez avant déjà un très gros bagage académique dans le domaine de l'imagerie médicale. Qu'est-ce qui vous a... Finalement, quelles ont été les étapes avant d'arriver à Neurospin? Est-ce que vous travailliez déjà sur le cerveau ou vous travaillez sur l'IRM plus précisément? Qu'est-ce qui vous a construit? Quand je suis arrivé à la fac, j'ai fait des études plutôt de sciences physiques avec cette peut-être ambition cachée de devenir enseignant, quelque chose comme ça. Et puis au fur et à mesure, cette idée-là ne s'est pas clarifié dans mon esprit et quand je suis arrivé à la fin du master, j'ai fait plusieurs demandes de DEA à l'époque, ça s'appelait comme ça, donc de master 2 aujourd'hui, et l'un d'entre eux était en imagerie médicale à Toulouse et donc je crois que c'est le seul où j'ai été pris, pour vous dire les choses très, très honnêtement, et donc j'y suis allé et pour moi le stage que j'ai pu faire pendant cette année-là, qui était en Angleterre à Nottingham, dans une université très célèbre pour la recherche sur l'imagerie médicale et plus particulièrement sur l'IRM, puisque c'est là que travaillait Peter Mansfield, qui a eu le prix Nobel de médecine pour l'invention de l'IRM. Et bien là, j'ai eu vraiment un coup de cœur pendant ce stage pour cet outil, pour la recherche aussi, cet aspect très stimulant, très, très intéressant que cela peut avoir.
Donc c'est vraiment pour moi un moment charnière, un tournant si on peut dire à titre personnel, parce qu'après tout s'est un peu enchaîné, le stage s'étant bien passé, j'ai eu l'opportunité grâce à mon directeur de stage d'avoir accès à une bourse en France par connaissance. Il savait qu'il y avait un projet similaire sur l'imagerie des poumons avec les gaz hyperpolarisés, avec de l'hélium hyperpolarisé pour voir la cavité pulmonaire. Et donc, je me suis proposé pour cette thèse. J'ai eu le financement et donc j'ai commencé une thèse sur l'IRM de l'hélium 3 hyperpolarisé pour l'imagerie des poumons. Moi qui ne fais pas d'imagerie thoracique, où est-ce que ça en est, l'imagerie de l'hélium? Je sais que l'IRM pulmonaire se développe, mais est-ce qu'on utilise... Non, ça n'a pas percé. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. L'hélium qu'il faut utiliser pour faire ce type d'imagerie n'est pas l'hélium que l'on trouve le plus simplement sur Terre. Il faut de l'hélium 3, qui est un isotope un peu rare. Donc, ça veut dire que ça va être très cher par défaut. Et ensuite, la préparation était extrêmement complexe. Le temps de relaxation, qui pourrait s'apparenter à un temps de demi-vie, était très court. Et donc, il fallait vite, après la préparation de l'hélium, l'inhaler, faire les images et ensuite rejeter après le gaz. C'était un peu compliqué, ça pouvait même sous certains aspects être dangereux si on le gardait trop longtemps dans les poumons. Donc je pense qu'il doit y avoir encore des travaux, mais c'est vraiment quelque chose de très exotique. On comprend, c'est vrai qu'en recherche clinique, en imagerie médicale clinique, on a... Pour ceux qui en font de la recherche ou pour ceux qui lisent les publications, c'est vrai qu'on a moins en tête les contraintes qu'on a quand on fait de la recherche scientifique, soit fondamentale, soit translationnelle, où vraiment on est contraint par des éléments physiques. Est-ce que, comme vous, comme directeur de recherche au CEA, finalement, de quelle manière vous organisez votre recherche et vos équipes autour de ces problématiques d'innovation scientifique? Est-ce que, comment est-ce que vous organisez vos thématiques de recherche? Et je vous demande d'être vraiment très vulgarisant pour une communauté radiologique qui est très orientée clinique. Ouais. Vous savez, on a, je pense, entre la première année de médecine et un petit peu quand on passe l'internat, peut-être une quinzaine d'heures sur la physique de l'IRM. Donc je pense que tout le monde se rappellera qu'il y a des histoires de l'espace K, voilà, mais au-delà de ça, en fait, plusieurs fois on a compris, mais on a à peu près tous oublié comment ça fonctionnait. Qu'est-ce qui vous anime quand vous arrivez? Comment vous choisissez vos thématiques de recherche? Comment vous menez ces projets de recherche? Je pense que c'est une perspective intéressante pour des médecins et des radiologues qui font de l'imagerie clinique. Oui, c'est vraiment une question très importante pour nous de faire de bons choix. En règle générale, on va regarder la littérature, on va regarder les attentes des médecins, on va essayer de voir aussi ce que l'on est capable de faire, nous, concrètement, vis-à-vis des outils que l'on maîtrise, des outils que l'on a, ce que l'on peut faire. Et donc, c'est ça qui va driver, en règle générale, nos choix de thématiques. Après, c'est les financeurs aussi qui décident, puisqu'on va appliquer pour avoir des financements, et donc le financeur à la fin décide si lui pense que c'est intéressant ou pas. Donc il y a plusieurs niveaux. Moi, ce que j'aimerais retenir, c'est que d'ailleurs ça n'arrive pas assez souvent, c'est que
On aime bien s'entourer justement de médecins pour qu'ils valident ou non la pertinence de ce que l'on a envie de faire. Parce que des fois, on peut s'égarer parce qu'on part sur des idées trop complexes ou des acquisitions, par exemple, qui sont trop longues, qui ne seraient absolument pas applicables dans la routine clinique. Ou alors des mauvaises questions vis-à-vis, je ne sais pas, de la physiopathologie qu'on pourrait adresser éventuellement. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, oui, de bien choisir. Si des médecins ou des radiologues qui font de la recherche clinique, c'est vrai que aimeraient vous solliciter pour des questions vraiment très techniques de recherche ou qui ont un besoin. On discutait en aparté au début des relations entre la recherche clinique et l'université où il y a des chercheurs. Vous diriez quelles sont les stratégies pour faire ce pont entre la recherche clinique et où on a un besoin. Voilà, par exemple, je sais pas, moi j'aime bien les micro-saignements cérébraux. On a un besoin, on les voit très bien en T2 étoiles, mais en fait on s'en contente pas, on aimerait les voir mieux, les voir différemment. Est-ce que vous avez, vous, des médecins qui viennent directement toquer à la porte en disant voilà, on a tel besoin, et de quelle manière est-ce qu'on peut développer du solide, quoi, du hardware ou des séquences de l'algorithmique. Est-ce que ça arrive et est-ce que c'est quelque chose que vous sollicitez, enfin que vous accueillez positivement? Ah oui, on accueille ça positivement, je dirais. Malheureusement, ça arrive trop peu souvent. On essaye de s'entourer au maximum de médecins, mais bon, ils ont aussi leur activité, hein, et donc c'est pas toujours facile. En plus, Saclay, c'est assez excentré par rapport à Paris, donc ça rend pas toujours les choses faciles. Mais assurément, on essaye de s'entourer au maximum de médecins pour avoir des questions excitantes auxquelles, en tant qu'affaire, on peut répondre. Hein. Quand on a montré les premières images de Iseult, on y reviendra sans doute, il y avait vraiment cette idée ensuite de pouvoir promouvoir ce travail-là pour que ça excite la curiosité des médecins et que l'étape suivante soit vraiment de la recherche clinique. Hein. C'est ce qu'on essaye d'ailleurs de mettre en œuvre ces derniers temps. Oui, d'ailleurs, on peut y venir tout de suite. Et on viendra après sur les applications. Comme vous avez dit, l'idée c'est aussi de promouvoir la recherche clinique. Je ne sais pas comment le formuler. Alors, moi j'ai un peu deux questions. Qu'est-ce qui vous a pris de vouloir faire une IRM à si haut champ? Et pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Pourquoi est-ce que c'est... pour les auditeurs qui n'ont pas suivi, qui étaient sur la planète Mars au moment où les premières images sont sorties, c'était vraiment quelque chose de fantastique, suffisamment important pour que même notre président Emmanuel Macron en parle et commente les images que vous avez pu produire in vivo sur une IRM 11.7 Tesla. Et c'est vous, Alexandre Vigneault, qui êtes le directeur de recherche qui a mis en place cette IRM 11.7 Tesla. Alors, parmi tant d'autres, hein, je dirige le laboratoire qui était en charge de la mise en service, hein, de l'IRM, mais c'est un travail extraordinaire en termes de nombre de personnes qui ont été impliquées et de compétences nécessaires. J'ai beaucoup travaillé avec mon collègue Nicolas Boulan, qui était plutôt le responsable scientifique du projet. Moi, j'étais plus dans toute l'organisation logistique de la mise en œuvre de toute cette affaire. Aussi, j'ai participé évidemment à toutes les images qui ont été faites, dont vous avez parlé. C'est vraiment une œuvre collective, hein.
hein, et ça c'est un point qu'il ne faut pas du tout négliger. Je dirais sur les 20 ans de projet, où il y a eu vraiment 2 phases, si je puis dire, il y a à peu près 200 personnes qui ont été impliquées. La première phase, c'était la production de l'aimant. C'était un autre laboratoire du CEA qui s'en est chargé, avec un développement de la machine d'abord dans les laboratoires de nos collègues, puis qui a été fabriqué dans les usines d'Alstom à Belfort, et ensuite qui a été ramené à Saclay pour être installé, et d'abord monté en champ, refroidi d'abord, monté en champ, et puis une fois qu'on a acquis la conviction que l'aimant allait fonctionner comme on l'attendait, eh bien on a installé toute l'instrumentation IRM pour faire les images, et puis ensuite on a fait en sorte d'être capable de faire ces images-là, parce que là aussi il y avait un challenge technique. Donc l'idée de départ, vous l'avez dit, c'est Denis Le Bihan qui l'a eu au début des années 2000, qui était le directeur de Neurospin à ce moment-là, et qui a pensé que faire un appareil à 11,7 Tesla, qui était un peu la limite physique à l'époque vis-à-vis des connaissances en engineering, eh bien c'était ce qu'il nous fallait. Pourquoi c'était intéressant d'avoir un aimant aussi puissant? Parce que ça ne vous aura pas échappé, plus l'aimant il est intense, plus on est susceptible d'avoir du signal à bruit, et donc après on peut traduire ce signal à bruit de différentes manières, en particulier en augmentant la finesse des images, ça c'est la première façon de le faire, mais on peut aussi accélérer les images, il y a plein de manières d'utiliser ça. Il y a un autre élément qui est non négligeable, c'est qu'avec l'augmentation du champ magnétique, on augmente certains contrastes, en particulier celui lié à la susceptibilité magnétique, et donc à la présence ou non de fer, et donc par exemple pour les micro-saignements, il y a vraiment des choses très très intéressantes probablement à faire à ce niveau-là. On n'a pas encore investigué la question, mais il y a une sensibilité accrue à ces mécanismes-là. Donc plus haut champ magnétique, c'est plus de signal, plus de contraste, et puis si on mélange ces deux choses ensemble, eh bien on se rend compte qu'on peut faire de l'imagerie fonctionnelle à très haute résolution spatiale et probablement à très grande sensibilité, qui a un autre axe pour nous, de faire de la neuroscience cognitive avec cette machine, puisque les séquences d'imagerie pour les neurosciences, c'est l'EPI pondéré en T2 étoiles pour les spécialistes, et donc on est en plein dans le domaine où cette machine devrait être hyper performante. Oui, on a là récemment, la semaine dernière, au moment où on enregistre ce podcast, c'était la semaine dernière, mais le congrès européen de neuroradiologie, où il y a une présentation absolument fantastique sur l'imagerie en santé mentale, et effectivement de l'IRM fonctionnel Resting State, qui permet de déterminer des biotypes. C'est vrai que et ça se fait donc sur des imageurs, sur des IRM cliniques à 3 Tesla, et permet de déterminer ces biotypes avec une amélioration des performances de traitement des patients après en fonction des biotypes qui est fantastique. C'est-à-dire que ça permet de savoir quelle molécule donner au patient en fonction du biotype identifié en IRM. C'est quelque chose qui moi qui suis plutôt sur le versant imagerie interventionnelle, vraiment j'ai trouvé ça fascinant. On imagine qu'avec de l'IRM à très haut champ, dans ce domaine-là, qui jusqu'à il y a quelques années était une frontière qui n'était pas encore même visible, on va dire, qui actuellement est en train de passer, on voit les prémices du passage en routine clinique. On imagine que la recherche à Neurospin sur cette machine pourrait beaucoup permettre d'affiner. Est-ce que, ça c'est une question un peu peut-être technique, mais qui est intéressante, est-ce que, parce que on peut faire ça sur l'IRM 7 Tesla, trouver des biomarqueurs d'imagerie,
et ensuite voir si on ne retrouve pas, on ne les identifiait pas en 3 Tesla, mais en fait retransposer sur des imageurs de moindre... Est-ce que c'est des domaines de recherche que vous explorez? Identifier des biomarqueurs en très haut champ pour ensuite essayer de les transposer en routine clinique, ou non, là on est encore dans la phase plus initiale. Je sais qu'à Neurospin, vous travaillez pas mal sur la santé mentale. Oui, tout à fait. Sur les imageurs, plutôt, il va y avoir un projet là, qui va commencer à cette Tesla, mais la psychiatrie est vraiment un des objectifs à terme du 11.7 aussi. Hein. Cette machine-là, je le rappelle, c'est vraiment, elle n'a pas de velléité de se retrouver dans tous les hôpitaux, en tout cas sous la forme actuelle. C'est vraiment pour améliorer les connaissances en amont sur la physiopathologie des maladies et puis sur les neurosciences fondamentales, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc un peu comme vous disiez, il y a vraiment cette idée d'absorber du savoir, on l'espère, et ensuite de pouvoir l'utiliser à plus bas champ. Ça, c'est l'objectif premier. Après, si on trouvait des marqueurs qui sont inaccessibles à plus bas champ, peut-être que là se poserait la question de mettre des IRM aussi intenses dans les hôpitaux, et là peut-être qu'il faudrait parler avec les industriels pour avoir une version un petit peu plus légère, plus simple de la machine que l'on a actuellement, parce que c'est un outil assez incroyable, mais gigantesque aussi. S'il y a une question que je me pose, moi, comme un peu néophyte technique, on va dire, vous avez dit 11.7, c'était les limites. En fait, quel est le problème au-dessus? Pourquoi est-ce que c'est-à-dire, qu'est-ce qui bloque après? Pourquoi on ne fait pas une IRM 25 Tesla? C'est des problématiques d'engineering, de matériaux essentiellement. Il faut, pour faire un champ magnétique, il faut... au-delà d'un certain niveau, il faut passer un courant dans une bobine, et le courant que l'on passe, il va provoquer de plus en plus d'échauffement, et donc évidemment on est obligé de refroidir. Alors il y a les fameux matériaux supraconducteurs qu'on utilise, où il n'y a plus de résistance, mais même dans ces conditions-là, ils ont une quantité de courant qui peuvent laisser passer avant de perdre leur supraconductivité. Et donc, les matériaux faciles, pas trop chers, qu'on a à notre disposition actuellement, si on les baisse à la température la plus basse possible avec de l'hélium, c'est-à-dire autour de 2 Kelvin, eh bien, c'est à peu près ce que l'on arrive à faire. Donc, en gros, 12 Tesla. Au-delà, il faut changer... ils perdraient leur supraconductivité, et donc l'aimant ne marcherait plus. Au-delà, il faut vraiment aller chercher d'autres matériaux qui ne sont pas si simples que ça à manœuvrer, ou qui sont extrêmement chers. Oui. J'ai vu il y a eu toute une histoire cet été, probablement que pour vous les spécialistes c'était avant cet été, mais c'est arrivé aux oreilles du grand public d'une publication qui était d'un nouveau matériau supraconducteur à température ambiante, qui finalement a fait pchit, si on peut dire, de problème d'intégrité scientifique grave. C'était une équipe d'Asie du Sud-Est, je crois. Oui, tout à fait. Oui, c'est malheureusement, ça ne fonctionnait pas, oui. Oui. Mais il y a quand même des matériaux qu'on appelle haute température. Alors, haute température, tout est relatif, c'est quelques dizaines de Kelvin, mais en tout cas, qui sont en train d'émerger, et qui pourraient éventuellement faire... des changements dans le futur, proche ou lointain. Je ne me rends pas compte sur les designs des IRM. Ça, c'est pas à négliger. Il y a un projet aux Pays-Bas qui s'appelle Dynamic, et qui vise à faire un IRM 14 Tesla basé sur ce type de matériaux, typiquement. On verra ce que ça donne. Après, à un moment, c'est vrai qu'il faut toujours tendre vers un peu comme un podcast avec Archid Azarine, qui est pianiste, une résolution harmonique, on va dire. Il faut que l'incartade dans l'aspect hyper scientifique
apporte à la fin des améliorations cliniques pour les patients, ou en tout cas une pertinence clinique, puisqu'on reste dans le domaine de l'imagerie médicale. Exactement. Et là, vraiment, c'est ce qu'on va essayer de faire dans les prochains mois, hein, de montrer qu'il y a vraiment une pertinence à aller voir plus haut. Et j'espère que, fort de tous ces éléments qu'on pourra apporter dans les prochaines années, ça stimulera ou pas le fait d'aller au-delà de cette frontière des 11,7 Tesla. Ouais. Et donc au moment où les auditeurs pourront écouter ce podcast, c'est-à-dire dans quelques semaines, et comment est-ce qu'on fait si on veut, par exemple moi à titre personnel, là je pense déjà à plusieurs projets que j'aimerais vous soumettre, mais on va pas le faire maintenant, mais comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'on vous contacte, est-ce qu'il y a on se met en contact simplement, ou une équipe de recherche, vous avez des vacations, comment on fait, comment ça marche? Ouais, il faut prendre contact avec nous, aussi bien avec moi qu'avec mon collègue Nicolas Boulan, et après on évalue ensemble la faisabilité, hein, c'est ça l'idée. Pour l'instant, on essaye d'avoir des projets qui sont faisables avec les éléments qu'on a déjà, hein. On est en train de développer d'autres solutions techniques. Les éléments, c'est-à-dire les séquences? Les séquences, ouais. exactement. Exactement. Pendant notre première campagne, on a utilisé un certain nombre de séquences pour lesquelles on sait qu'elles marchent maintenant, mais il y en a d'autres qu'on n'a pas eu l'opportunité de tester. On avait très peu de volontaires dans cette première campagne. Donc il y a d'autres séquences qui restent à développer et qu'on n'a pas touchées encore. Vous aviez peu de volontaires parce qu'ils étaient hyper triés, ou parce que les gens avaient peur, ou... Alors c'était une recommandation qui nous a été faite à plusieurs niveaux, puisqu'on a dû faire valider ce projet par la NSM et un CPP, hein, un comité de protection des personnes. Et donc l'idée, c'était que comme il y avait des questions autour de l'innocuité ou non du champ magnétique lui-même, hein, puisque jamais personne, autant que l'on sache, était passé dans un champ de 11,7 Tesla, eh bien, il y avait une volonté d'avoir un nombre limité de volontaires pour s'assurer que si en cas de problème, on ne fasse pas trop de bêtises. Il y avait très très peu de risques, d'ailleurs c'est pour ça que ça a été validé par tout le monde, mais enfin, il y avait quand même un petit peu de réserve. Est-ce que si on se met à courir autour de l'IRM, on est parcouru de décharge électrique? Non, pas trop, parce que il est auto-blindé, hein, donc comme les IRM de dernière génération, donc le champ de fuite s'estompe assez rapidement. À part si vraiment on faisait le tour au contact, mais on peut pas vraiment, parce que l'avant est une salle, et puis ensuite il faut aller dans une autre salle pour passer derrière, donc c'est pas vraiment faisable. Donc non, pas trop. On n'a pas de sensation aussi impressionnante qu'on peut l'avoir peut-être autour d'un 3 Tesla, surtout si on court autour. On peut voir des images, parce que moi je m'imagine un peu Stargate, vous voyez, une grande salle avec au milieu cet immense aimant. On peut voir des images sur Internet? Alors ça a commencé comme ça, hein. C'était vraiment un aimant au milieu d'une grande salle, mais pour améliorer le confort des volontaires, hein, qui peuvent être des patients comme des volontaires sains, on a fait en sorte que ce soit une salle qui soit devant l'entrée du tunnel, donc oui. on a juste l'impression de rentrer dans une salle où il y a un petit IRM, il y a un capot qui semble laisser penser que c'est petit, ouais, autour du tunnel, qui est un tunnel standard, mais en fait derrière la salle, l'aimant il fait la totalité du mur. Et donc, mais ça veut dire, redites-nous, il fait combien? Il fait 5 mètres de diamètre. C'est ça. Et 5 mètres de long. 5 mètres de diamètre, voilà. 5 mètres de long. Ce qui a été le plus impressionnant pour les premiers volontaires, c'est vraiment la profondeur, puisque là on avait vraiment l'impression de rentrer dans un tunnel, je ne vais pas dire sans fond, mais long. Oui, déjà dans les IRM cliniques, on est très vite claustro.
Ouais. Alors quand on voit un tunnel de 5 mètres de long tout blanc, ouais, c'est impressionnant. Les volontaires, d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de leur sélection, donc évidemment, on avait fait en sorte pour cette première série qu'il n'y ait aucun implant, mais on faisait aussi en sorte de vérifier qu'ils n'étaient pas claustrophobes, ou en tout cas qu'ils n'avaient pas eu d'épisode de claustrophobie par le passé. Oui, bah, c'est vrai que j'imagine que C'était mieux. Ouais, c'était mieux. Enfin, c'est un projet dont vous l'avez dit qui a mis 20 ans à être mis en place, qui a nécessité beaucoup de financement. J'avais une autre question, mais je réalise que c'est vraiment une question pas pertinente. Je me demandais si ça quench. Qu'est-ce qui se passe? Il y a combien de litres d'hélium? Quelle taille font les cheminées? Alors, ça peut... Après, je poserai ma vraie question, mais celle-là me titille. Ça peut quencher. Il y a beaucoup d'hélium. Je crois qu'il y a 2000 litres, me semble-t-il. Normalement, c'est fait pour ne pas quencher, hein, comme tout bon IRM. Disons que la technologie qui a été choisie par nos collègues, elle est assez extraordinaire. Donc, on avait fait beaucoup de tests au préalable pour vérifier à quel point, finalement, en faisant des acquisitions, on pouvait chauffer le bain d'hélium, puisque le gradient qui permet d'encoder les images crée des courants de Foucault qui eux-mêmes peuvent générer de la chaleur dans le bain. Et donc on avait essayé vraiment de tester un peu tous les scénarios et pour vérifier qu'on ne mettait pas dans le bain suffisamment d'énergie pour mettre finalement la cryogénie en difficulté. Et donc, même avec, si je puis dire, les pires séquences, on a pu voir que le système de refroidissement tenait le choc. En tout cas, sur plusieurs heures, plusieurs dizaines d'heures même. Donc, voilà, on n'a pas été jusqu'à des extrêmes, hein. On ne voulait pas le casser, mais en tout cas, on a acquis la conviction préalablement à faire nos premières images qu'on avait de la marge de manœuvre pour un examen de 1h30. On faisait 1h30 d'acquisition. Vous faites actuellement, vous faites des séquences ex vivo? On fait un petit peu de travaux ex vivo, oui. Ça nous permet... Actuellement, il n'y a pas de volonté clinique autour du ex vivo. Ça nous sert de modèle de cerveau pour améliorer nos images. D'accord. Oui, parce que c'est peut-être moins en tradition en France. Enfin, on fait très peu d'autopsies scientifiques en France. Un autre invité du podcast, un autre épisode sera avec le professeur Dedoui qui est radiologue et médecin légiste, mais donc des autopsies médico-légales. Mais en France, on fait très peu d'autopsies scientifiques, ce qui se fait beaucoup plus dans les pays anglo-saxons. Et c'est vrai qu'ils ont tendance, moi je l'avais vu au Martinos Center à Boston, à faire toutes les nuits, globalement, il y a un organe, souvent un cerveau, qui est dans l'IRM pendant toute la nuit. Et la journée, c'est les volontaires. Mais c'est vrai que ça permet aussi d'avoir des informations fantastiques qui ne sont pas de l'IRM fonctionnel, de fait, mais de structure et de pathologie aussi, notamment la pathologie neurodégénérative. Ça fait partie des projets que vous considéreriez? Ah oui, on a un petit peu regardé les limites de la machine autour de l'imagerie post-mortem. Et c'est très intéressant parce qu'on s'est rendu compte assez rapidement en définitive qu'on était plus limité par les capacités de stockage de l'ordinateur que vraiment par les capacités de la machine si on se donnait le temps de faire de belles images. Donc c'était une petite surprise et ça veut dire que ça va nous poser quelques difficultés techniques en fait d'aller plus loin étrangement. Mais
Ouais, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et on se rend compte à quel point quand on augmente la résolution spatiale comme ça, sans limite de temps, on peut voir des choses qui nous échappent complètement habituellement, qu'on prend pour des soubresauts de contraste sur nos images, et en fait, non, c'était une structure. Oui. C'est en poussant la machine au bout, et si vous avez un gros stockage, vous pouvez faire au cerveau une résolution spatiale qui s'approche de combien? C'est indéterminé pour l'instant. Je pense qu'il y aurait encore plein de choses à faire si on voulait aller dans cette direction-là, en particulier d'avoir une antenne dédiée. Là, on a travaillé avec l'antenne qu'on avait utilisée pour faire les images sur l'homme, ce qui n'est pas forcément judicieux quand on a l'opportunité de vraiment mettre une antenne qui entoure le cerveau, Oui. dans ce cas. Donc ça peut nous faire gagner beaucoup. Au Martino Center, ceux qui ont fait, à ma connaissance, les images les plus résolues jusqu'à présent, ils avaient utilisé une antenne comme ça qui faisait le tour du cerveau à cette Tesla, et ils avaient accédé 100 microns isotropes. Ouais. Donc on venait gentiment proche de l'histologie. Hein. Oui, c'est ça. C'est 50, 10, 50, ça y est, c'est de l'histologie. J'ai pu voir dans une conférence, c'était des résultats non publiés, qu'il y a des gens à Maastricht qui ont fait du 0,75. Donc, qu'est-ce que je 75 dis microns. 75 microns, voilà. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Ouais. Oui, je pense que les 50 microns sont probablement accessibles. Ouais. D'accord, ça va être des très beaux projets pour les années à venir. Ouais. Vous comme directeur de recherche, je pense que c'est intéressant pour... alors on a parlé de l'aspect plus geek, scientifique, et voilà, mais il y a aussi l'aspect structuration d'un effort de recherche. Et là, c'est un effort de recherche particulièrement conséquent. Vous l'avez dit, 200 personnes, 20 ans. Comment est-ce qu'on organise parce qu'on a un peu cette vision romancée. Oui, c'est vrai qu'il y a une vision au départ, mais bon, beaucoup de gens ont beaucoup d'idées sans arriver au bout. Comment est-ce qu'on fait? C'est quoi les clés? À part les financeurs, mais comment est-ce qu'on convainc les financeurs? Moi, je dirais que dans le cas de ce projet, il faut mettre en avant le CEA, c'est-à-dire mon employeur, qui a cru dans ce projet et qui a fait en sorte, au cours des décennies, avec les changements de direction, que ce projet perdure. Parce qu'à plein de moments, il y a eu des problèmes et il aurait été probablement facile de dire stop. Et donc il y a eu une continuité qui est, à mon avis, complètement incroyable, en tout cas pour le système français. On peut difficilement imaginer un projet comme ça ailleurs. Alors bien sûr, on a été chercher des financements à côté pour compléter, mais le CEA a fait l'effort principal pendant toutes ces années. Donc c'est vraiment la clé de la réussite de ce projet, c'est la continuité dans la politique. Voilà, politique et stratégique de l'entreprise et de cette organisation. C'est bien. Non, mais c'est vrai qu'on se pose toujours les questions. Quand on voit de si belles réussites, on se pose la question, mais comment est-ce qu'on peut mettre en place des structures, ou en tout cas réfléchir, ou même participer à des projets très probablement de moins grande ampleur, mais malgré tout, qui arrivent au bout et avec des réussites comme ça, c'est quelque chose effectivement de fantastique. C'est l'aventure humaine, on va dire, au-delà de l'aventure technique. Absolument. C'est extraordinaire. Je pense que dans le laboratoire, on en est tous conscients. C'est pas en accumulant des ANR sans mesquinerie qu'on pourrait arriver à ce résultat-là. C'est vraiment, il faut
des choix stratégiques bien plus forts pour en arriver là. Donc nous, on était le bras armé de toute cette affaire, en particulier, comme je le disais, sur la dernière partie, c'est-à-dire le passage de l'aimant à un IRM. Et c'était d'ailleurs en soi un vrai défi, parce que c'est ce que je vous disais, quand on monte le champ magnétique, il y a des hétérogénéités du champ magnétique et du champ radiofréquence qui peuvent être délétères à ce que l'on espère. Oui, paradoxalement. Paradoxalement, exactement. Ce qui a fait d'ailleurs que le 7 Tesla a eu des difficultés à émerger. Et les problèmes là étaient encore plus présents, et donc il y avait vraiment cette nécessité d'avoir des solutions techniques au niveau radiofréquence, au niveau des antennes, au niveau du design des impulsions qu'on mettait dans les séquences, qui faisait que on allait avoir les images telles qu'on les espérait et telles qu'on a pu les montrer dans la communication qui a été faite. Ça, c'était vraiment un challenge en soi. C'est un travail qui a été mené par mes collègues pendant quasiment les 10 dernières années, essentiellement à 7 Tesla, et puis ensuite qui a été porté à 11.7 quand on en a eu l'opportunité. Donc il y avait vraiment un travail préparatoire pour arriver à faire ça. Petite anecdote d'ailleurs, on avait travaillé sur une vieille version de cette Tesla, et on savait qu'on allait avoir l'instrumentation de la même marque, mais dans une version supérieure. Et pendant le Covid, on a voulu transférer nos codes dans la nouvelle version du soft. Or, on n'en disposait pas à ce moment-là encore, et donc nous sommes allés à Poitiers chez le professeur Guy Vin pour utiliser son 7 Tesla qui était dans la même version software que notre future machine Isolt, et donc on a pu vérifier que on était capable de convertir nos séquences, nos solutions dans la version software que nous allions avoir, tout ça dans des conditions tout à fait rocambolesque. Donc ça a été vraiment une aide précieuse, ce petit détour par Poitiers. C'était la seule machine en France qui disposait de cette version software. Et qui ne fonctionnait pas parce qu'il y avait le Covid. Et qui avait un petit peu moins d'activité. D'activité, parce qu'on était limité aux urgences. Et bien écoutez, c'est vraiment, tout ça c'est passionnant. Est-ce que vous avez aux jeunes scientifiques ou aux jeunes radiologues qui aimeraient faire de la recherche un peu un conseil ou si vous retournez et que vous regardez votre trajectoire, des choses à leur dire, ceux qui vous écoutent? Moi je leur conseillerais d'être passionnés, et puis de se donner à fond dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils ont choisi de faire, de manière à ce que ça ne marche pas toujours, mais en tout cas n'avoir aucun ressentiment sur quelque chose qui aurait pu être raté à un moment donné, en tout cas à leur propre niveau. Et puis si possible de bien s'entourer. Moi je considère que j'ai eu beaucoup de chance à toutes les étapes de ma carrière d'avoir des gens bienveillants, qui étaient exigeants, qui étaient eux-mêmes passionnés, donc qui m'ont permis comme ça, j'espère, de progresser et donc à terme de participer à ce projet assez incroyable. En tout cas, un immense merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un grand plaisir de vous avoir dans cet épisode de Trajectoire au rayon X, et j'espère que ça va, si ce n'est susciter des vocations, en tout cas que ça va faire réfléchir beaucoup des auditeurs sur la recherche en imagerie. Et pour ça, je vous remercie beaucoup, Alexandre Vigneault. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Si ce podcast vous inspire, parlez-en autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, retrouvez-nous sur radiologie.fr.